1, 2, 3, ça marche. Bonsoir à toutes, à tous. Nous allons commencer cette soirée. Je vais dire quelques mots d'introduction et de remerciement. D'abord, je vais remercier Michael de nous accueillir dans cette superbe salle qui, nous dit-il, est la plus belle des salles d'Aix-Marseille Université, qui permet à l'Université populaire du Pays d'Aix de bénéficier d'un accès gratuit à une salle sur ce site universitaire, et pour nous, c'est très précieux. Et puis, qui nous permet aussi de bénéficier d'un partenariat avec son laboratoire de recherche, l'OREMA. Et donc, au passage, je voudrais remercier les collègues de ce centre de recherche qui peuvent être là, d'être venus. C'est toujours intéressant d'avoir un public d'origine diverse, UPPA et universitaire. Et puis, donc, remercier dans la foulée Aix-Marseille Université de nous accueillir. Ce soir, c'est la première d'une série de conférences organisées par l'Université populaire du Pays d'Aix sur l'année 2025-2026, ce qu'on appelle notre saison, sur la thématique de la démocratie, de son histoire et de ses crises actuelles, notamment avec la montée généralisée dans le monde des extrêmes droites. Ce phénomène que l'on a du mal à nommer de manière claire et unanime, tant il y a un grand nombre de propositions d'appellation qui circulent, vous le savez peut-être. J'en cite quelques-unes. Fascisme, avec ou sans S, post- ou néofascisme, avec ou sans S, fascisme 2.0, néofascisme, donc je l'ai dit, illibéralisme, panlibéralisme, techno-fédéralisme, national-capitalisme autoritaire, etc., etc. Ou plus simplement, poutinisme, trumpisme. Cette série de conférences se décompose en deux grands sous-thèmes. Le premier qui va commencer demain soir, et je vous invite vraiment très chaleureusement à y participer, nous avons déjà pas mal d'inscrits, sur le site de Sciences Po Aix, avec un universitaire historien qui nous vient de Rouen, Yannick Bosque, qui est un spécialiste de la personnalité controversée et méconnue à la fois de Robespierre et de sa pensée. C'est demain soir. Donc ça, c'est une série de conférences en partenariat avec l'association Promemo. Promemo, ça veut dire Provence, Mémoire, Monde Ouvrier. C'est donc 4 conférences cette année 2025-2026 sur les conditions de naissance de nos 4 premières républiques en France, avec les débats et les conflits dans lesquels cela s'est passé. Donc j'ai dit que ça commence dès demain, et puis il y en aura d'autres sur les conditions de naissance de la seconde, puis de la troisième, puis de la quatrième République, avec tous les débats qui ont été avec, et qui sont des débats d'une actualité finalement assez brûlante quand on y réfléchit, par rapport à la crise qu'on appelle aujourd'hui notre crise de régime extrêmement profonde dans laquelle on est, et l'actualité ces jours-ci le démontre, j'allais dire, de plus en plus. Voilà. Tout ça, ça se poursuivra en 2026, donc par des conférences sur les républiques ultérieures, seconde, troisième, quatrième. Nous bénéficierons même d'un regard comparatif franco-espagnol sur les années 30, grâce au professeur Feliciano Paez Camino, qui nous viendra en droite ligne de Madrid pour l'occasion. Donc voilà, c'est quand même intéressant de noter que l'UPPA noue des liens non seulement avec l'université ici, mais avec d'autres universités à l'étranger. Le second thème touche aux extrêmes droites au XXe siècle et dans l'actualité. Outre celle de ce soir, ce sera une conférence prochaine sur le théâtre italien sous Mussolini, le 8 décembre. Puis, on espère, même s'il y a eu un changement de conférencier, sur l'Argentine contemporaine, avec la personnalité de Xavier Milei. Et aussi, ce qu'on vous proposera avec André Coulbert, une réflexion plus générale, plus transversale sur finalement quelle continuité, quelle rupture, quel changement entre le fascisme qu'on a connu notamment dans les années 30, sans remonter aux extrêmes droites au XIXe siècle, et puis ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux. C'est une grande question, une question difficile, c'est un beau pari qu'on va essayer de relever avec André. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tout d'ailleurs, on verra, sur cette question, donc continuité, changement, dans les formes de ce qu'on appelle le fascisme. Est-ce que d'ailleurs cette appellation est satisfaisante pour aujourd'hui ou pas? On discutera de tout ça.
Mais il est temps de donner la parole à Michael Strikoff, qui est américaniste et maître de conférence ici même, dans cette université, et qui a beaucoup travaillé, je crois principalement, puisque c'est sa thèse de doctorat, sur la politique extérieure des États-Unis depuis la Seconde Guerre, et qui va nous parler du Trumpisme, dont on sait bien, dont on sent bien que l'arrivée au pouvoir pour une deuxième fois de ce personnage, de Donald Trump, dans la première puissance mondiale, marque une nouvelle étape dans l'histoire préoccupante de notre monde contemporain. Je vous remercie et je passe la parole à Michael. Excuse-moi, j'ai oublié le petit rappel habituel, même s'il vous lasse un peu. Si vous venez régulièrement à nos conférences, on sera très content si vous adhérez à l'association pour nous soutenir, à la fois financièrement et du point de vue de la légitimité de notre association qui en aura besoin peut-être de plus en plus. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme il s'agit de la première conférence de ce cycle, pour ce que j'ai compris, je vais aussi parler de certaines choses qui ancrent la question du trumpisme dans la fondation des démocraties. Je vais commencer par pas mal de structures et institutions américaines, puisqu'il est important de comprendre quelle est la spécificité de cette démocratie qui est d'ailleurs menacée par Trump et le trumpisme. Puis je vais passer au changement dans le mouvement conservateur aux États-Unis, notamment à partir de 1980 plus ou moins, pour arriver enfin à Trump et les évolutions sous les deux administrations de Trump. Le président des États-Unis conteste le rôle de la Cour suprême et la séparation des pouvoirs. Il dit qu'il est tout autant du devoir du président de se prononcer sur la constitutionnalité de tout projet de loi ou de toute résolution que les juges à la Cour suprême, bien que ce soit le pouvoir dédié à la Cour suprême dans la stricte séparation du pouvoir aux États-Unis. Il décide d'ignorer une affaire qui a été décidée par ces juges mêmes, qui oblige le président de relâcher des prisonniers qui avaient été arrêtés contre la Constitution. Après avoir ignoré cette obligation, il procède à le déploiement des forces armées américaines contre les personnes qui habitent légalement aux États-Unis, dont leur droit d'y rester avait été reconnu par les cours, et poursuit à une expulsion massive de ces derniers. Là, je pourrais décrire très facilement la situation qui est en train de se produire aux États-Unis aujourd'hui, avec Trump qui lutte contre les immigrés illégaux provenant notamment de l'Amérique du Sud et centrale. Or, ce que je cite, c'est plutôt le cas de Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis, en 1829, lorsqu'il ignore l'arrêté de la Cour suprême dans l'affaire Worcester contre la Géorgie en 1832 et poursuit à l'expulsion de la nation Cherokee de la Géorgie dans le début du nettoyage ethnique, ce qui deviendra la piste des larmes. Je cite cet exemple pour commencer, pour suggérer que certaines des choses que nous voyons aujourd'hui, les contestations au centre du trumpisme aujourd'hui, qui permet à un certain tournant illibéral, le déploiement des forces armées contre la population, la centralisation du pouvoir au sein d'un président qui prétend avoir le droit de tout faire puisqu'il est simplement président, n'est pas exactement quelque chose de nouveau aux États-Unis. Dès notre 7e président, on a déjà assisté à cette sorte de prise de pouvoir par un président impérial, motivé dans ce cas par l'identification d'un étranger à l'intérieur des États-Unis qu'il cherchait à éliminer du pays. Je ne suggère pas que l'existence de Trump aujourd'hui n'est pas une menace à la démocratie américaine avec cet exemple. Il est juste pour inscrire ces exemples dans une certaine histoire qui existe depuis très longue date, en fait depuis la fondation du pays, où il y a une contestation de certains principes essentiels pour comprendre le pays. À mon sens, il y a essentiellement 5 idées qui sont au cœur de la fondation des États-Unis et de sa constitution inspirée, comme la France d'ailleurs, des idées des Lumières et d'une révolution, sont la protection des droits individuels, inscrits dans la Déclaration des indépendances comme les droits inaliénables et dans les 10 premiers amendements de la Constitution qui protègent les droits de l'individu contre les excès du gouvernement, le pluralisme politique qui figure parmi ces droits mais qui a sa place un peu à part parce que ce pluralisme garantit la représentation de tous les membres de la société, la séparation du pouvoir qui existe et à l'échelle du gouvernement fédéral, mais aussi à plusieurs niveaux dans le pays, un certain antimilitarisme, puisque les pères fondateurs des États-Unis étaient très inquiets qu'une armée donnait trop de pouvoir au gouvernement et éventuellement pourrait se retourner contre le pays même,
et une inquiétude par rapport à la corruption, puisqu'une démocratie était considérée un peu trop ouverte aux influences, notamment étrangères. Dans son ensemble, cette structure qui a été créée il y a environ 240 ans est restée quasi inchangée depuis. Il y a eu 17 amendements à la Constitution américaine depuis sa fondation en 1789, avec la Déclaration des droits, c'est les deux petits premiers amendements, qui changent quelques aspects à la marge, l'ordre de succession quand le président meurt, ou qui servent à élargir les personnes qui sont incluses dans cette société. Mais le changement des structures de fond inscrites dans la Constitution de 1787 n'ont pas changé depuis ces 240 ans. Donc, dans cette liste des idées fondamentales pour cette société, les droits inaliénables, j'avais déjà mentionné, sont inscrits dans la Déclaration de l'indépendance et la Déclaration des droits, notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la liberté de l'expression qui va se présenter dans le XXe siècle comme une liberté de presse qui peut créer un contrepoids contre le gouvernement, et surtout une protection contre la détention arbitraire, qui est un héritage de la Constitution anglaise, et notamment ce qu'on appelle la habeas corpus, le droit de posséder sa propre personne contre toute arrestation arbitraire. On va élargir cet état de droit avec le temps, mais j'en reviendrai surtout sur le fond de pluralisme. Conçu à la fondation des États-Unis bizarrement en termes religieux, les États-Unis, du moins les pères fondateurs des États-Unis, ont considéré que tout gouvernement qui essaie d'inscrire une seule religion d'État allait nier inévitablement pas seulement le droit de la conscience, mais l'ensemble des droits individuels. Dans son mémorial et protestation contre les évaluations religieuses de 1785, James Madison, l'auteur principal de la Constitution américaine, expliquait que l'enjeu de la séparation de l'Église et de l'État ne concernait pas seulement la religion, mais aussi le gouvernement représentatif lui-même. L'établissement d'une religion au détriment des autres portait atteinte à un droit humain fondamental et inaliénable, celui de la conscience. Si les législateurs pouvaient détruire le droit à la liberté de conscience, ils pourraient détruire tous les autres droits. Les responsables du gouvernement pourraient alors jeter le gouvernement représentatif par la fenêtre et se transformer en tyran. À l'époque, on concevait cette liberté religieuse notamment dans le débat entre avoir un État purement protestant contre la présence d'un fort nombre de catholiques, notamment dans le Sud et plus spécifiquement dans la Géorgie. Mais les pères fondateurs des États-Unis considéraient la possibilité d'avoir l'inclusion des Juifs, même des musulmans, bien qu'ils ne croyaient pas qu'il y en avait sur le sol américain à l'époque, dans cette première liberté. J'insiste un peu sur ce point, un, parce que la question religieuse va revenir, et deux, parce qu'on a une autre conception de la laïcité en France, où la stricte séparation de l'Église et l'État se présente par une absence de symboles religieux dans la sphère publique. Quant aux États-Unis, on sait qu'il y a plein de symboles religieux dans la sphère publique. La séparation de l'Église et l'État joue sur le fait que l'État ne peut pas poser une seule religion à l'ensemble de la population. On peut bien être croyant et devenir président, on le voit très facilement. En fait, la plupart des politiques américaines expriment leur croyance. L'important, c'est que n'importe quelle religion est permis. Ce pluralisme qui commence avec une identité religieuse va s'élargir avec le temps pour inclure l'ensemble des groupes qu'on considère comme faisant partie de la société aujourd'hui. Entre les années 1820 et 1850, le droit de vote va s'étaler à l'ensemble de la population blanc masculin, qui auparavant était réservé aux propriétaires. En 1870, la fin de l'esclavage donne en théorie la participation politique aux Afro-Américains, bien qu'il faut attendre 1965 pour que ce droit soit réellement appliqué partout dans le pays. Les femmes gagnent le droit de vote entre 1869 dans le Wyoming déjà jusqu'à 1920, quand l'ensemble du pays accorde le droit du vote universel aux femmes. Mais comme vous pouvez comprendre, ce sont les points de contestation les plus importants de l'histoire américaine. Il y a toujours eu une certaine partie de la population qui contestait ces droits. La guerre de sécession en est l'exemple principal, que la fin de l'esclavagisme aux États-Unis a donné lieu au plus grand conflit antérieur que le pays a jamais connu, mais aussi le rôle des femmes et des autres étrangers au sein de la société américaine ont toujours joué un rôle central dans ce débat. Néanmoins, depuis 240 ans, on assiste à globalement un élargissement du pluralisme américain.
parmi ces 5 idées fondatrices que je viens de lister, probablement la plus essentielle en termes de structure des États-Unis est la séparation des pouvoirs. Comme Madison a écrit, la structure du gouvernement peut être le moyen de maintenir chaque branche à sa place. L'ambition doit être utilisée pour contrebalancer l'ambition. Dans un souci d'éviter l'émergence d'un tyran, d'un nouvel George III qui avait été le roi d'Angleterre au moment de la Révolution, les États-Unis ont conçu un système de freins et de contrepoids. On connaît très bien les 3 branches du gouvernement fédéral, législative, exécutive et judiciaire, qui sont strictement séparées, bon, en théorie. Mais on parle de système de freins et de contrepoids à plusieurs échelles. Certains d'entre vous ont vu le document que j'ai fait passer sur le fédéralisme pour comprendre qu'il n'y a pas seulement une séparation entre l'État fédéral et les États fédérés, mais aussi à l'intérieur des États fédérés, entre les municipalités, les comtés et l'État, même les micro-fédéralismes si nous voulons. On peut avoir des associations de propriétaires au niveau d'une rue aux États-Unis. C'est un pays d'une politique démocratique à échelle quasi infinie, mais qui crée une séparation de pouvoir très très détaillée pour un certain nombre de questions. Il y a la séparation des pouvoirs qui est maintenue par les partis politiques, qui font contrebalance l'un l'autre. Bien qu'à la fondation du pays, on critiquait beaucoup les partis, finalement, c'est devenu immédiatement, comme tous les pays démocratiques, une partie du pluralisme et de contestation. Et avec le temps, l'industrialisation et la concentration des grandes fortunes à la fin du 19e siècle a créé une nouvelle puissance dans la forme des grandes entreprises et des millionnaires, qui a créé en réponse un nouveau contrepoids qui était le gouvernement réglementaire de l'économie, qui crée un autre contrepoids. Et finalement, avec l'émergence des nouvelles technologies au début du XXe siècle, les médias de masse, il y a les médias et notamment le journalisme, mais d'autres acteurs de la société civile qui sont en lutte constante avec d'autres puissances, le gouvernement, les grandes entreprises, pour la gestion des informations. Donc ça fait en fait 5 niveaux de contrepoids. Le plus important pour notre conférence aujourd'hui, c'est au sein du gouvernement fédéral néanmoins, et c'est la séparation du pouvoir entre les 3 branches, surtout entre le président, l'exécutif, et les 2 autres branches, donc le Congrès et le judiciaire, donc le Cour suprême, essentiellement. J'ai déjà donné l'exemple d'Andrew Jackson qui a pris pour lui-même une certaine partie du pouvoir du judiciaire, mais on a vu à travers la longue histoire des États-Unis des tendances au sein du président à devenir toujours plus puissantes, impériales, si nous voulons. Les grandes crises ont fourni les opportunités pour se concentrer du pouvoir, notamment lors de la guerre de sécession. Abraham Lincoln, souvent considéré comme un des meilleurs présidents de l'histoire des États-Unis, a fait suspension de l'habeas corpus, qui a permis les arrestations sans mandat judiciaire en réponse à la crise. Theodore Roosevelt, entre 1901 et 1909, a élargi considérablement le pouvoir législatif de l'exécutif avec l'utilisation des ordres exécutifs, les décrets. Il a passé plus de 1000 ordres, beaucoup sur sa passion, le conservationnisme, quelque chose qui est souvent fêté aujourd'hui parce que, bon, on aime bien le conservationnisme souvent, mais n'empêche qu'il s'agissait d'une expansion de ce pouvoir du président. Et avec Franklin Roosevelt, entre 1933 et 1945, la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État administratif pour mettre en place l'État-providence aux États-Unis, la New Deal de Roosevelt, qui a vu la création de nombreuses agences administratives qui ont un pouvoir de réglementation de l'économie et dont un certain pouvoir législatif au sein de l'exécutif. Le Congrès a permis cette création d'un nouveau pouvoir exécutif en disant que ces agences allaient être indépendantes. Le président nomme souvent le directeur d'une agence, mais ces agences ont un mandat du Congrès à gérer certains dossiers, et puis on a créé une fonction publique qui sert à avoir une certaine indépendance pour mettre en place ces réglementations et faire la fonction d'un gouvernement du XXe siècle avec toute sa complexité. Ceci donne un des débats centraux pour comprendre le trumpisme, c'est les limites du pouvoir du président même sous son propre administration.
quel est le rôle du président dans la détermination du devenir de la fonction publique. Parce que ça va être un des terrains de jeu où un président pourrait se concentrer le pouvoir qui lui a été un peu empêché par la création d'un État administratif semi-autonome. Bon, je ne vais pas développer trop mes deux autres points. Je veux bien quand même arriver à Trump. Mais il faut dire, au niveau de l'antimilitarisme, il y a quelques règles de base qui devaient être respectées. Notamment, il y a une interdiction totale aux États-Unis sur le déploiement de forces, pas de force d'ordre, de l'armée comme force de l'ordre. On ne peut pas accorder à l'armée un rôle de police. Ça s'appelle posse comitatus, ce qui est une exception américaine. On n'a pas de gendarmerie, il n'y a pas de police qui fait partie de l'armée. En fait, la plupart des pouvoirs de police sont les pouvoirs de l'État ou même municipal, donc c'est aussi une question de fédéralisme, mais c'est surtout un règlement qui peut être abrogé seulement en temps de crise. Voilà. Je vais passer, donc ça c'est un peu pour avoir quelques idées de base auxquelles on va revenir sur Trump pour voir comment il s'attaque aux spécificités de la démocratie américaine. Mais pour arriver à Trump, j'aimerais bien parler un peu de l'évolution du conservatisme aux États-Unis, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle et surtout à partir de 1980. Parce qu'on a des courants politiques et intellectuels qui vont à la fois produire Trump et qui vont évoluer sous son leadership. À partir de la création de l'État-providence aux États-Unis, donc la New Deal de Roosevelt, on a eu une certaine réaction, notamment au sein des républicains traditionnels qui étaient associés aux grandes entreprises, au libre marché. Mais entre 1937, quand il y a eu un premier regroupement de ces conservateurs du marché, et 1965, ils n'ont pas eu énormément de pouvoir au pays. La plupart des membres du Parti républicain ont accepté l'État-providence comme étant indispensable du XXe siècle. On assiste sous la présidence d'Eisenhower à ce qu'on appellerait le consensus libéral, lorsque Eisenhower renforce la New Deal pendant les années 50. Donc le premier président républicain après Roosevelt accepte globalement son programme. Par contre, à partir de 1965 surtout, il y a de nouvelles forces du conservatisme. Notamment, il y a les racistes, disons-le franchement, du Sud, qui se mobilisent pour recréer un état d'oppression contre les Afro-Américains qui ont vu leurs droits civiques élargis par un nombre de lois, notamment en 1965, une loi sur le droit de vote qui va éliminer les barrières dans les États du Sud à la pleine participation politique des Afro-Américains. Et en même temps, notamment grâce à une deuxième vague de féminisme qui va commencer dans les années 60, mais qui va évoluer notamment dans les années 70, et qui va produire des nouveaux rôles pour les femmes dans la société, dans le monde du travail, et le droit de l'avortement qui sera protégé partout dans le pays grâce à un Cour suprême activiste avec l'arrêté de Roe contre Wade en 1973, on a une mobilisation de groupes essentiellement d'origine religieuse, des catholiques qui auparavant étaient souteneurs de la New Deal selon une certaine croyance du rôle du gouvernement dans la société, essentiellement du Nord-Est, et les évangélistes majoritairement du Sud qui vont se tourner contre le Parti démocrate en faveur d'un parti républicain qui exprime certaines idées de nationalisme chrétien, essentiellement pour limiter le rôle des femmes dans la sphère publique et retourner à des valeurs qui, à leur avis, n'ont pas été vraiment protégées depuis au moins les années 20. Cette fusion entre ceux qui croyaient dans un marché libre, entre les racistes et entre les sexistes, vont produire le conservatisme du mouvement, comme on l'appelait aux États-Unis, le movement conservatism. Tous les trois réunis par un fort anticommunisme, pendant longtemps, on voit une domination essentiellement des hommes d'affaires dans ce triangle des trois groupes essentiels. Ils vont réussir quand Reagan prend la présidence en 1980, et Reagan va être le président de la déréglementation de l'économie. Déréglementation de l'égalité des médias, mais surtout déréglementation de l'économie en faveur des grandes entreprises. Mais Reagan, tel qu'il est en politique essentiellement issu du parti du mouvement dédié à l'économie
ultralibéral, néolibéral, libertarien, comme on veut, il va faire campagne en appuyant sur les autres regroupements. Il insiste sur le droit des États contre le droit fédéral, un mot pour indiquer qu'il soutient le droit des États du Sud à imposer une inégalité raciale, et il va faire campagne en défense des valeurs de la famille, le mot pour cacher le sexisme, de lutte contre l'avortement et lutte contre la deuxième vague de féminisme. Cela se concentre par exemple dans la figure de la welfare queen qu'il va plus ou moins inviter, qui serait typiquement conçue comme une femme noire, mère seule, sans mœurs, qui profite de l'État-providence pour s'enrichir. Il s'inspire plus particulièrement d'une criminelle, Linda Taylor, à Chicago, pour créer ce qui est pour lui une figure universelle de la société américaine, mais qui sert de symbole de tout ce que ces trois groupes détestent, et pour démanteler l'État-providence en faveur de l'indépendance de l'économie et contre les parasites qui seront ces welfare queens. La stratégie de ces républicains du mouvement, les conservateurs du mouvement, va tourner d'une certaine manière, contre les valeurs démocratiques, déjà pendant les années 90. En voyant qu'ils luttent pour l'âme des États-Unis, dans le mot de Newt Gingrich, qui va devenir le chef de la Chambre des représentants en 1994, ils vont dire que les démocrates sont tellement corrompus et on est tellement en train de lutter pour la définition même de notre société que tout est permis. Ils ont une stratégie de délégitimisation des opposants politiques, Gingrich en commençant avec les républicains même. C'est lui qui va populariser le terme républicain en non seulement pour purger le parti des rhinos, des non-républicains au sein du parti républicain. Et ils vont commencer une politique de purge électorale et de transformation de fonctionnement de la démocratie américaine afin de garantir aux républicains une certaine possibilité de gagner. En Floride, en 1998, 100 000 électeurs noirs présumés démocrates sont purgés des listes électorales dans le comté de Miami-Dade, qui va porter les fruits dans l'élection de George Bush fils en 2000, lorsque, en fin de compte, Bush va gagner avec moins de 10 000 voix. Et cela, même avec une Cour suprême conservateur, qui va arrêter un recomptage manuel qui aurait potentiellement réduit davantage son avantage. Cela représente une des fois dans la période récente que le démocrate a gagné le scrutin populaire, mais les maths électorales ont permis aux républicains, suite à ces purges électorales, de prendre la présidence. En 2010, le Parti républicain crée un projet de redécoupage majoritaire où, après avoir remporté les assemblées législatives en Floride, du Wisconsin, de Caroline du Nord, de l'Ohio et du Michigan, et quelques autres petits États, ils vont redessiner les cartes électorales à l'aide des nouveaux modèles informatiques. Et lors des élections de 2012, les démocrates vont remporter la Maison-Blanche de manière décisive, le Sénat, qui est une élection essentiellement sans circonscription, avec une majorité de 1,4 million de voix, mais dans la Chambre des représentants, avec cette même majorité d'environ 1 million de voix et demi, ils vont gagner, les républicains, avec une majorité de 33 places. Donc on voit l'efficacité de ces redécoupages des cartes électorales qui ont garanti une certaine domination à la Chambre depuis. Dans cette lutte pour l'âme des États-Unis, ils vont aussi s'attaquer à un certain nombre d'institutions qu'on considère comme étant essentielles à la société civile. On voit un effort de créer des institutions parallèles à chaque fois qu'on considérait qu'une certaine institution appartenait à la gauche. Donc il y aura la création des nouvelles médias, notamment radiophoniques dans les années 80, qui vont permettre à des voix ultra-conservateurs à dominer essentiellement le trajet que font les Américains entre la maison et le travail. La création de Fox News, vous connaissez peut-être le mieux, ce qui est pendant les années 90, mais aussi des sociétés pour s'attaquer à la justice considérée trop libérale dans la période des droits civiques avec la création de la Federalist Society, qui entraîne des juristes sur les théories originalistes qui sont à la mode chez les conservateurs aujourd'hui. Les universités, bien que cela ne marche moins bien que d'autres opportunités de créer des sociétés alternatives,
mais on voit bien le lien entre idéologie libertarienne et activisme religieux au sein des universités, comme avec par exemple le Liberty University fondé par Jerry Falwell, un des leaders de la majorité morale, un groupement d'action politique et religieuse. Faut dire, pendant cette période qui nous amène plus ou moins à nos jours, il y a une sorte de crise au sein de la gauche aux États-Unis aussi, qui va permettre aussi à arriver à Trump. Il y a la désindustrialisation du pays, qui est un facteur économique un peu séparé de ces questions politiques. Il y a un tournant vers la déréglementation au sein de la gauche aussi, qui vont notamment libéraliser les marchés financiers sous l'administration Clinton, et qui vont poursuivre avec le démantèlement de l'État-providence à quelques endroits, normalement avec une réforme du programme de welfare. Disons que c'est la chose la plus proche à la CAF aux États-Unis, les aides sociales directes, et un fort soutien aux idées de libre-échange. On voit cela notamment dans la réponse à la crise économique de 2008. Bien que la première réponse soit sous l'administration de Bush fils, l'administration Obama va allouer presque 10 fois plus d'aide aux grandes entreprises et au soutien du marché financier à ce qui va être alloué aux individus, aux citoyens de base américains qui vont faire face à les licenciements et la perte d'argent pendant cette période-là. Et puis on voit, entre autres grâce aux évolutions des médias, grâce à une ère de crise permanente, et grâce à la purification du parti, commençons par le Parti républicain, mais non pas limité à le Parti républicain, une polarisation généralisée en termes de politique américaine, notamment la polarisation affective, qui va suivre essentiellement le changement de médias aussi, qui font en sorte que pas seulement les Américains ne sont pas très d'accord l'un avec l'autre en matière de politique, mais ils se détestent. Donc la situation est assez propice pour l'arrivée de grands changements. Une dernière grande évolution. Fruit du changement juridique, on va assister aussi à un démantèlement des limitations des dépenses financières dans les élections américaines, notamment avec la décision de Citizens United en 2010, où la Cour suprême vide de sa substance les lois qui limitent l'intervention en politique des grandes entreprises et des grandes fortunes. Essentiellement, il n'y a aucune limite sur les dépenses américaines, des dépenses en politique américaine. Et pour donner une petite idée de quel est le résultat de cette décision, il y a presque aucune dépense indépendante en 1990. Par aucune dépense indépendante, je veux dire que les dépenses pour les élections, c'est essentiellement les campagnes politiques qui dépensent pour la publicité et autres. En 2010, lors qu'il y a l'arrêté de Citizens United, on a environ 200 millions de dollars dépensés par les organismes extérieurs aux partis politiques. Le temps d'arriver en 2016, donc la première élection de Trump, on est à 1,4 milliard de dollars dépensés. On commence à approcher le PIB d'un nombre de pays au monde. Et de ces 1,4 milliard, on parle essentiellement des dépenses des grandes entreprises et des grandes fortunes de manière quasi illimitée, ainsi qu'un certain nombre de financements presque impossibles à suivre qui pourraient provenir en fait, on ne sait pas où, des pays étrangers, des acteurs différents, on n'a aucune idée. Citizens United, cet arrêté de la Cour suprême, en quelque sorte, c'est la conclusion de ce tournant néolibéral auquel on assiste depuis les années 80, puisque la décision dit que les dépenses politiques sont une forme de liberté d'expression. Et donc, comme on ne va pas restreindre aucune liberté dans le pays, y compris la liberté d'expression, on va laisser le marché décider, puisque la logique de la Cour suprême dit qu'il n'y aura pas vraiment de grand effet sur la politique américaine, parce qu'en fait, on ouvre la possibilité à tout le monde, donc une dépense va être contrebalancée par une autre dépense. Une sorte de logique néolibérale pure. Après, on pourrait en débattre, mais il faut dire que les campagnes de gauche dépensent au moins autant, voire plus, que les campagnes de droite récemment. Donc, ce n'est pas que c'est la chose qui a changé la décision, si ce n'est pas contribué à la polarisation et les excès politiques américains. Donc, c'est dans ce contexte qu'on arrivera en 2015 et on va commencer à parler de Trump. Alors, pour dire, déjà, je viens de citer l'idée d'un certain néolibéralisme. Je dirais que Trump est à la fois produit
du néolibéralisme et son grand opposant. C'est l'homme qui va détruire le néolibéralisme aux États-Unis s'il ne le surcharge pas. Trump, homme d'affaires moyennement réussi, héritier d'une grande fortune de son père qu'il traduit dans un certain nombre d'entreprises qui ne marchent pas très bien, veut être un développeur dans le monde de l'immobilier à New York avec quelques projets dans ses tours qui sont les plus connus, là encore, moyennement réussis. Il est surtout en fait dans le marketing. C'est quelqu'un qui fait de la pub et qui vend son nom et son image de lui comme un homme riche et réussi et viril et fort et tout le reste, à d'autres activités commerciales, souvent qui vont échouer éventuellement, mais lui va mettre à la poche quand même pas mal de fric au fur et à mesure. Sa plus grande réussite va être en tant que star de télé-réalité, avec la série The Apprentice, l'apprenti, où il va créer davantage cette image de un homme fort, très rapide avec les décisions très conséquentes et évidemment quelqu'un qui licenciait les personnes. Politiquement, il est assez variable. Dans les années 90, quand le mode allait plutôt vers un certain libéralisme des mœurs, il est de gauche. Il soutient la campagne de Bill Clinton, il est ami avec, entre autres. Il tourne plutôt dans les cercles démocrates à New York pour un peu, jusqu'à ce qu'il se sente un peu exclu par ces mêmes. Mais il va sentir bien le changement dans la politique américaine, notamment après la crise de 2008, l'élection d'Obama et l'apparition d'un courant encore plus populiste au sein du Parti républicain avec ce qu'on appelait le Tea Party, ce qui a radicalisé davantage le Parti républicain et deviendra un commentateur politique qui passe très fréquemment sur Fox News d'ailleurs en tant que critique d'Obama et complotiste. Il est l'homme qui pousse le plus le complot selon lequel Obama ne serait pas né aux États-Unis et donc pas légitime comme président. Parce que selon la Constitution, il faut être pas seulement citoyen américain, mais c'est le seul poste au gouvernement où il faut être carrément né dans le pays. Et donc voilà, évidemment, le premier Afro-Américain élu à la présidence serait considéré comme illégitime par un certain parti de la droite populiste. Et Trump suit cette vague et puis devient un peu le chef de file de ceux qui remettent en question la légitimité d'Obama. Il traduit cette notoriété politique dans une campagne présidentielle en 2015-2016 qu'il ne croyait pas gagner. Il ne pensait pas qu'il allait devenir président. Mais quel coup de publicité pour un homme qui a quand même une marque qui est essentiellement l'ensemble de son identité. J'insiste sur cette flexibilité parce que un de mes arguments aujourd'hui, c'est que je ne crois pas que Trump lui-même, l'homme, est un vrai croyant du Trumpisme, ce qui va en découler. Lui, c'est un égoïste, un mégalomane, un avare, un petit mesquin, qui veut être au centre de tout et qui veut avoir le pouvoir sur tout. Toute sa carrière le démontre. Il a été utilisé dans un ouvrage sur les idées libérales de l'avenir dans les années 1992 comme juste un exemple un peu à côté, mais juste l'homme le plus mégalomane au monde, cité par hasard à côté. Et donc, son arrivée au pouvoir commence avec un certain côté inattendu. Ni lui, ni la plupart du pays pensaient qu'il allait gagner. Et justement, il n'a pas gagné le scrutin populaire. Mais bon, c'est pas important aux États-Unis avec le système de collège électoral. Il n'a pas vraiment de programme politique, si ce n'est pas le programme un peu classique des républicains depuis les années 90. Ça veut dire la réduction des impôts pour les grandes entreprises et le fait qu'il a déjà établi au moins un, si ce n'est pas deux boucs émissaires qui sont essentiels pour son maintien du pouvoir. Donc l'expulsion des migrants et une certaine islamophobie, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2015-2016, on est en plein lutte contre le Daesh, il y a encore une partie guerre dans le Moyen-Orient qui est très présent également. Et donc on verra que ces actions les plus efficaces traitent de ces deux questions-là. Mais le premier mandat de Trump est limité par le fait qu'il n'y a pas de parti de Trump. Il y a l'ancien parti républicain
qu'il prenne un peu par la force. Il est un insurgent qui vole en quelque sorte un parti, lui certainement partiellement radicalisé, mais auquel il n'avait jamais été chef de file et il n'était pas expérimenté dans la politique. Un président aux États-Unis doit nommer environ 4000 personnes à la haute fonction publique, le chef des départements, le chef des administrations, mais aussi un grand nombre des acteurs de la haute fonction, beaucoup plus que n'importe quel pays européen qui a une haute fonction publique, qui est aussi produit du reste de la fonction publique. Et pour ce faire, il va dépendre sur les républicains plus ou moins connus, peut-être plus radicaux que moins radicaux, mais néanmoins des républicains de l'ancienne partie. Et donc, il va confronter assez rapidement les limites du pouvoir du président. Il va se rendre compte assez vite fait qu'il ne peut pas utiliser son poste comme président pour exercer une vengeance contre ses opposants politiques. Il licencie le directeur de l'FBI, haute fonction publique, il peut le licencier, il le remplace avec quelqu'un qu'il veut, mais les personnes qu'il a nommées au département de la justice, pour commencer par Jeff Sessions, qui sera vite fait remplacé par Jeffrey Rosenberg, refusent de commencer des investigations contre Comey simplement parce que le président le demande. Ce sont des républicains d'ancien garde qui considèrent que ce n'est pas le rôle du département de la justice à faire des investigations contre les rivaux politiques du président simplement parce que le président le veut. À ce moment, il va commencer à se plaindre d'un deep state, l'état profond, qui essentiellement c'est l'état administratif, pur et simple, mais qui pour Trump deviendra l'ennemi numéro 1 en fait de son premier mandat, parce que c'est la chose qui lui empêche une concentration de pouvoir à tout prix pour lui-même. Il va utiliser les migrants comme le bouc émissaire. Son discours qui a annoncé sa campagne en 2015 disait que tous les Mexicains étaient des violeurs et des voleurs et des violentes et des criminels et tout le reste. Cela est très efficace dans la politique américaine où l'autre a été relativement facilement identifié. Et donc, ces actions peut-être les plus extrêmes du premier mandat vont traiter des questions d'immigration, mais cela est aussi parce qu'il se rend compte qu'en fait, c'est en matière de politique étrangère et en immigration où le président a le plus de pouvoir, il a le plus de marge d'action de manière indépendante. Il n'a pas trop besoin du Congrès et il peut orienter cette administration publique relativement facilement. Donc, la séparation des familles de migrants à la frontière sud, la politique de laisser les demandeurs d'asile en Mexique tant que leur dossier ne soit pas traité, deux des cas les plus violents en termes de la protection des droits de l'homme qui va avoir lieu sous Trump, ça il peut faire à peu près de manière autonome. C'est le président, il peut gérer la frontière. Mais lorsqu'il va essayer d'intervenir en termes de l'économie intérieure du pays, il va avoir les freins parce qu'en fait c'est le Congrès qui va voter le budget. Par contre, il va essayer d'insister sur quelque chose en politique étrangère. Il peut sortir les États-Unis des nouveaux accords de libre-échange, par exemple. Là, ça relèvera plus du pouvoir du président. Il va aussi mener une lutte contre la réalité, pure et simple, qui va être aussi un des fondements de son pouvoir lors de son retour 4 ans plus tard. Cela commence le premier jour de son premier mandat, lorsque les foules qui arriveront à son inauguration vont être relativement petits et il y aura des journaux qui vont publier côte à côté la foule devant Obama en 2009 et la foule devant Trump en 2017. Encore, l'homme qui est égoïste, mesquin, obsédé avec son propre réussite et son propre pouvoir ne le supporte pas. Et il va dire, ben non, c'est moi qui ai eu la foule la plus grande. C'est un fait. C'est rigolo, non? Il va désigner la carte d'un ouragan produit par une de ses administrations publiques très sérieux. Il va utiliser un feutre pour ajouter les lignes pour insister sur sa présentation. Mais c'est drôle, c'est innocent, c'est pas grand-chose, non? Sauf que cette lutte contre la réalité, finalement, est indispensable pour la création de son propre pouvoir. Il y a des mensonges en politique depuis toujours. Il y a Bill Clinton qui dit qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec Monica Lewinsky. Bon, c'est faux, on est d'accord. Mais ça, c'est les anciens mensonges où quelqu'un a honte d'être découvert, d'être attrapé. C'est les mensonges d'un enfant. Mais là, les mensonges de Trump sont différents, sont des mensonges d'un autoritaire, sont des mensonges d'un dictateur, parce qu'ils servent à deux choses. Ces souteneurs qui se sentiront obligés de répéter ces mensonges
une fois qu'on ment pour un truc important, oui, non, vraiment, il a une foule plus grande qu'Obama. Non, mais j'habite dans une réalité différente de vous. C'était Kellyanne Conway sur Fox News 2 jours après l'inauguration, qui allait être à la naissance des faits alternatifs, en insistant sur le fait que Trump a vraiment eu la foule plus grande. Eh bien, si on accepte le petit mensonge, lorsque l'homme nous demande de mentir plus grande, on va accepter le mensonge plus grand. Et ceux qui n'acceptent pas le petit mensonge, ils vont être purgés. C'est une manière d'éliminer les personnes qui ne sont pas suffisamment loyaux. Et pour ces souteneurs en matière de politique générale, ça commence à faire la création d'une réalité alternative, où les souteneurs de Trump vont exister plus ou moins dans une réalité qui est complètement détachée des faits, ce qui va les rendre potentiellement très dangereux. Ils fragilisent les médias en les critiquant constamment et en disant qu'en fait c'est eux qui disent les choses qui ne sont pas vraies. Et on va passer à des choses bien plus dangereuses lorsqu'il y a des vraies questions en jeu. Trump va soutenir un certain nombre de complots relatifs à la crise du Covid-19 qui vont mener pas seulement à beaucoup plus de morts que cela n'était nécessaire aux États-Unis à cause des personnes qui n'ont pas suivi les consignes qui émanaient de ses propres administrations d'ailleurs, mais aussi parce que cela va radicaliser les groupes violents, milices aux États-Unis contre l'autorité du gouvernement, jusqu'à ce que le gouverneur du Michigan ait failli être kidnappé par un de ces groupes, éventuellement pris en otage ou exécuté si ce complot n'avait pas été démantelé par l'FBI en amont. Donc du petit mensonge un petit peu rigolo, on commence à passer dans du terrain assez violent et dangereux. Le premier mandat de Trump termine, la crise du Covid l'a détruit essentiellement, Biden va gagner l'élection, et là c'est son grand mensonge qui va amener au plus grand changement dans la politique américaine. Trump insiste sur le fait qu'il a véritablement gagné l'élection. Il sait très bien que ce n'est pas le cas, mais c'est une manière de maintenir le pouvoir et de mobiliser ses souteneurs. Cela va amener à l'attaque au Capitole le 6 janvier, quand il incite une rébellion qui vise à empêcher la transition de pouvoir pacifique, chose qui existe aux États-Unis avec l'exception de la guerre de sécession depuis 240 ans. Et il va utiliser ce mensonge, même après l'attaque du Capitole, pour purger le Parti républicain entre 2020 et 2024. C'est pour ça qu'on assiste à un trumpisme tellement radical aujourd'hui. C'est la transformation de son parti pendant ces 4 ans-là qui permet à un vrai virage autoritaire. Essentiellement, en insistant sur la véracité de ses propres commentaires, sur le fait que ce soit juste, selon lui, de s'attaquer au Capitole, d'insister qu'il a vraiment gagné l'élection de 2020, devient un peu le test de loyauté de l'ensemble du Parti républicain. Les politiques qui ne soutiennent pas cette position, qui refusent à dire que Trump a vraiment gagné, sont purgés du parti grâce à des primaires. Mais cela va au-delà de simplement quelques élus. Les structures du parti même sont organisées dans les comités nationaux. Lorsque l'ancien chef du comité national républicain, Ron McDaniel, n'est pas assez insistante sur son soutien à Trump relatif à l'élection de 2020, elle est remplacée par quelqu'un choisi par Trump, Michael Whatley, et sa belle-fille, Lara Trump. Donc le chef du parti même devient sa famille et ses alliés, et ainsi de suite. On voit une purification du milieu intellectuel, avec les think tanks qui étaient de l'ancienne garde du conservatisme, qui sont soit écartés, comme le Cato Institute, qui ne sert plus à rien essentiellement, en faveur des nouvelles institutions qui sont construites après l'arrivée au pouvoir de Trump, comme l'America First Institute, ou les purges antérieures des anciennes. Le Heritage Foundation, qui a été tellement essentiel pour Reagan et le conservatisme de cette première vague de néolibéralisme, va avoir une sorte de coup d'État antérieur en faveur de l'aile trumpiste MAGA au sein de cette même institution. Et donc, il y a un gros travail de préparation du terrain pour le retour au pouvoir de Trump. Il a maintenant derrière lui un parti républicain qui est clairement identifié comme étant le parti MAGA, le parti America First, le parti de Trump. Il a un milieu intellectuel, réseau de centres de recherche et communautés religieuses
qui vont permettre à avoir des personnes qui attendent prendre la place dans un futur gouvernement et qui travaillent sur les programmes en amont. Le projet 2025 va être écrit par ces think tanks en attendant un retour au pouvoir. Et ils vont étudier les modèles étrangers, notamment, qui peuvent servir d'inspiration pour comment centraliser le pouvoir au sein d'une future administration. Le plus important de ces modèles, c'est l'Hongrie de Viktor Orbán. Orbán va être invité au comité d'action politique républicain, qui est une des grandes meetings des républicains à plusieurs reprises, et ils vont même ouvrir une version hongroise. Et on va étudier essentiellement les attaques contre les médias, la centralisation du pouvoir, l'idée d'une démocratie illibérale, comme dirait Orbán. C'est pas que Orbán. On va étudier d'autres qui vont utiliser le même bouc émissaire que Trump. L'idée de mettre dans les camps de concentration extérieurs du pays les migrants va être prêtée de George Meloni en Italie, qui construit un camp en Albanie pour réorienter les demandeurs d'asile dans les camps ailleurs. Bon, mais lorsque Meloni n'a pas encore réussi à envoyer des migrants, Trump, on va voir dans le deuxième mandat, va envoyer des immigrés dans la prison au Salvador. Il a prêté du Royaume-Uni l'idée de déplacer les migrants dans les pays qui n'ont aucun lien avec leur origine, y compris en Afrique, avec le modèle de Rishi Sunak, qui avait proposé d'envoyer des migrants qui sont arrivés en Angleterre vers le Rwanda. Et on va étudier plus généralement l'ensemble de ces dictatures illibérales d'aujourd'hui et créer un réseau avec pour donner des pistes d'action. Donc, j'ai que 2 minutes pour parler de Trump 2. 10 minutes, pardon, si je ne me trompe pas. Alors, vous l'avez compris, mon argument, c'est que Trump a essentiellement une seule mission. Il veut centraliser autant de pouvoir que possible. Il est motivé par la vengeance, l'avarice et son ego. Mais il s'allierait avec plusieurs courants qui vont construire la base du Trumpisme aujourd'hui. Il va s'allier avec Elon Musk, figure de proue de la droite technologique libertarienne, et il va s'allier avec les nationalistes chrétiens illibéraux, avec les partisans des nouvelles théories juridiques conservatrices dans la forme d'un exécutif unitaire, bien que ces 3 courants-là n'ont franchement très peu en commun, voire ce serait complètement hypocrite de mettre en place des programmes de tous les 3 en même temps. Ce qui est essentiel, c'est que ces 3 courants acceptent tous les 3 essentiellement un régime autocratique, parce qu'ils serviraient chacun d'une centralisation de pouvoir afin de mettre en place des programmes, soit une purification de l'identité américaine comme un État blanc, chrétien, nationaliste, soit une déréglementation davantage de l'économie pour permettre aux grandes entreprises technologiques à devenir le nouveau gouvernement essentiellement, soit parce que c'est le produit d'une longue histoire de vouloir démanteler l'État administratif qui date de la mise en place de la New Deal dans les années 30. Là encore, tous les 3, peut-être aucun des 3, je crois que Trump croit lui-même, mais ça suffit pour créer une base intellectuelle et assez personnelle pour mettre en place un programme lorsqu'il revient au pouvoir. Il va donc s'attaquer aux institutions qui limitent le pouvoir du président, aidé par un parti républicain qui est complètement plié à ses besoins, à travers un certain nombre de types d'actions différentes. Bon, je pense qu'il y a un volet essentiel pour la corruption. Il faut dire qu'il y a un financement de sa campagne par les ultra-riches, produit de Citizens United. 44% de la campagne a été financée par 10 personnes seulement. Elon Musk a carrément organisé l'infrastructure de sa campagne d'une manière qu'un parti politique aurait fait auparavant. Il a promis une exploitation du pétrole accrue en contrepartie, vraiment pot de vin de demande de financement aux entreprises pétrolières. Lorsque Trump se déplace, ses fils lui suivent pour demander de l'argent essentiellement sous forme des nouveaux projets de construction dans les pays auxquels Trump rend visite. Il y a la corruption de base, vraiment les pots de vin. Homan, qui est le sorte de chef de l'immigration aux États-Unis actuellement, a accepté clairement un pot de vin pour orienter les contrats gouvernementaux relatifs à la nouvelle régime de sécurité et pour la construction de nouveaux prisons en contrepartie de paiement en espèces, quoi. Bon, ça c'était trouvé par la FBI, mais rien ne s'est passé par la suite, hein.
Et ces mêmes acteurs vont profiter du coup de leur accès au gouvernement pour leurs intérêts. Musk va voler un tas d'informations personnelles sur les citoyens qui vont servir de lui enrichir par la suite et aider à manipuler les élections. Il y a la centralisation du pouvoir qui va se passer par 3 grandes étapes. La création d'une réalité alternative, une purge de l'opposition et l'utilisation d'un bouc émissaire et des crises souvent artificielles pour augmenter et centraliser le pouvoir. Donc la liberté de presse est attaquée, évidemment. Dès presque les premiers jours de son mandat, on voit qu'il a banni certains journalistes de la Maison-Blanche. La société de presse ne peut plus rapporter directement de la Maison-Blanche parce qu'il refusait à utiliser le mot « le Golfe d'Amérique » à la place du Golfe de Mexique, mais c'est une manière de faire une sorte de purge. Il va utiliser sa police d'immigration pour arrêter les journalistes. Juste il y a 3 jours, le 10 octobre à Chicago, Debbie Brockman, journaliste, était arrêtée par ICE. Bon, elle a été relâchée après, mais ça sert de réduire les tentations pour d'autres journalistes de suivre sa campagne d'expulsion des migrants. Il va s'attaquer contre d'autres acteurs de la société civile. C'est important, ça aussi, ce n'est pas que le journalisme qui limite le pouvoir du gouvernement aux États-Unis. Il va mettre pression sur les cabinets d'avocats qui avaient soutenu les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion ou qui ont assisté à des procès contre lui et utiliser le pouvoir du président pour leur demander essentiellement de l'argent et des services légaux gratuits. Il s'attaque aux universités, là aussi, parce que le gouvernement finance énormément de recherche aux États-Unis. Il a une sorte d'outil pour mettre pression sur les universités. S'il coupe les viviers de financement, il peut les obliger d'adopter les politiques qui lui sont préférables. Et donc, plus globalement, on va s'attaquer à l'ensemble des institutions que la droite a toujours considérées aux États-Unis comme étant dominées par la gauche, mais plus spécifiquement pour faire résistance au régime de Trump. La guerre contre la vérité, comme je l'avais illustré à partir du premier mandat, va se multiplier, notamment dans la création des crises artificielles qui lui permet le déploiement des troupes et sa police d'immigration. Un arrêté d'une juge qui a été nommée par Trump lors de son premier mandat, Karen Immergut, dans l'affaire de Portland qui est en train de se passer là actuellement, a dit qu'il ne peut pas déployer la garde nationale dans le Portland parce que les raisons qui donnent Trump n'ont aucun rapport avec les faits, tout simplement. Mais ce n'est pas important parce que s'il peut créer ces faits alternatifs, ça lui permettra de faire tout ce qu'il veut. Bon, George Orwell s'est fait beaucoup trop citer ces dernières années, mais je ne peux pas m'empêcher, ça c'était pour une raison. Le parti vous enseignait à rejeter l'évidence de vos yeux et de vos oreilles, c'était son commandement ultime le plus essentiel. On assiste un peu à ça dans la création des crises à Los Angeles, à Portland, à Chicago aujourd'hui. Comme on a bien identifié, la politique étrangère et l'immigration sont 2 domaines dans lesquels le président peut agir avec une grande liberté. C'est entre autres pour cela qu'on voit la police d'immigration renforcée comme l'outil vraiment pour mettre en place sa politique. Notamment cette année, le nouveau loi de budget qui avait été voté au début de l'été, the Big Beautiful Bill, financé à hauteur de 170 milliards de dollars des politiques d'immigration, dont 75 milliards sont dédiés à cette police d'immigration, ICE. Ça rend la police d'immigration aux États-Unis à taille équivalente de la 15e plus grande armée au monde. Ça dépasse l'Italie, le 16e, et l'Israël, le 17e. Donc cela, c'est une police fédérale, chose qui ne devrait même pas exister aux États-Unis, très militarisée, chose qui ne devrait pas exister aux États-Unis non plus, qui peut agir en termes d'immigration, là où le président a déjà une action très très libre. On a une rhétorique de guerre antérieure, une guerre de l'intérieur, disait Trump, devant ces généraux qu'il a fait rassembler à la base militaire de Quantico, et un identifiant de bouc émissaire, notamment avec les gangs type Tren de Aragua et la reclassification des migrants, non seulement comme migrants, mais comme terroristes ou des narcoterroristes qui ouvrent encore d'autres droits au président en termes de zone d'action. L'assassination par les drones dans les Caraïbes récemment le démontre jusqu'à quel point les autorités qui ont été créées dans la guerre contre le terrorisme libèrent le président d'agir si on peut appeler quelque chose terroriste.
Bon, on poursuit avec la vengeance politique. Il a un procureur général pliant aujourd'hui. Il a eu ce qu'il n'a pas eu au premier mandat, un contrôle sur l'ensemble des administrations publiques. Donc on voit les procès qui commencent à monter contre l'ancien directeur de l'FBI, James Comey, qu'il a voulu poursuivre en justice lors de son premier mandat, qui avait été refusé, et qu'aujourd'hui, maintenant, on voit la poursuite, et tout un tas d'autres figures d'opposition à Trump, que ce soit démocrates ou républicains, comme Adam Schiff ou comme John Bolton, maintenant qu'il a un peu la main sur cette administration. Il encourage la violence politique. Bon, le silence après Charlottesville, c'était du premier mandat. L'attaque au Capitole du 6 janvier, c'était entre deux. Mais on voit que cela pourrait se diffuser. Il a éliminé la supervision au sein des administrations publiques, avec le licenciement des inspecteurs généraux, la centralisation des pouvoirs de l'État et de l'administratif. Il y a eu plus de 100 000 fonctionnaires qui ont déjà été licenciés. C'est aussi une manière de centraliser le pouvoir, c'est s'attaquer à la fonction publique, indépendante en théorie, qui était un des contrepoids au président. Il s'attaque à la séparation du pouvoir, tout comme Andrew Jackson. Il dit, c'est moi le président, je peux faire ce que je veux. Je peux décider moi-même quelle est la constitutionnalité des questions aux États-Unis à la place de la Cour suprême. Il refuse de répondre aux investigations des comités du Congrès, qui était un des pouvoirs réservés à la législature. Et bon, avec les républicains au Congrès et ses propres refus, et le fait qu'il réduit les administrations publiques sans un vote du Congrès, car en théorie, ça faisait partie de leur structure, c'est le Congrès qui détient le pouvoir de la poche, le pouvoir de l'argent, fait en sorte qu'il essaie de reprendre certains pouvoirs, essentiellement des deux autres branches, en plus du contrôle dominant sur les administrations publiques. Tout cela mène, presque inévitablement, à une attaque contre les droits inaliénables, en plus d'une concentration de pouvoir. Si la légitimité de la démocratie américaine s'était fondée dans la séparation du pouvoir afin de garantir qu'il n'y avait pas un tyran qui pouvait apparaître, le but ultime, c'était de protéger les citoyens contre leur gouvernement. Mais si la police de l'immigration, ICE, peut faire une arrestation des immigrés sans mandat d'un juge, on a suspendu le habeas corpus. Si les branches du pouvoir exécutif peuvent créer des mandats administratifs à la place des cours, on a détruit les branches du pouvoir. Les deux fonctionnent ensemble pour pouvoir créer un État carcéral, essentiellement viser les migrants aujourd'hui. Mais bon, on n'est pas encore là, mais si on peut arrêter n'importe qui dans la rue sur le soupçon simple qu'on dit qu'ils pourraient être illégaux, la porte est ouverte à une destruction d'en gros n'importe quelle liberté de n'importe quel Américain. L'attaque contre les droits de l'individu continue avec les conditions de ces expulsions et des prisons. L'Alcatraz des alligators n'était que l'exemple le plus parlant, mais il y aura une construction massive de nouvelles prisons. 45 milliards de dollars ont été alloués pour ce projet cette année. Et plus généralement, les institutions américaines vont avoir du mal à survivre si la majorité du pays ne croit pas en elles. Heureusement, on n'est pas encore là, mais malheureusement, le président n'y croit pas. Il est soutenu par des fidèles qui n'y croient pas, et par un parti qui soit n'y croit pas, soit ne le conteste pas. Au début des années 1920, une vague d'attentats et de violences politiques a coïncidé avec la mise en place de nouvelles barrières à l'immigration, une campagne d'expulsion et une répression gouvernementale contre les discours dissidents. Les États-Unis sortaient d'une pandémie au cours de laquelle les mesures de santé publique controversées avaient suscité une colère et une méfiance généralisée. Des niveaux stupéfiants d'inégalité économique sous-tendaient un paysage industriel en pleine mutation et une démographie raciale en évolution rapide. Des voix influentes dans la presse ont averti qu'une crise de désinformation dans les médias avait détruit les processus démocratiques les plus fondamentaux. Même les élections présidentielles présentent d'étranges similitudes. En 1920, la frustration nationale face à un président affaibli et vieillissant a contribué à chasser le Parti démocrate de la Maison-Blanche au profit d'un candidat républicain offrant la promesse nostalgique de ramener l'Amérique à sa grandeur, ou au moins à sa normalité. Le président Woodrow Wilson, en perte de vitesse, a cédé la place à Warren Harding et au contrôle d'un seul parti républicain sur les trois branches du gouvernement fédéral. Bon, vous connaissez la suite.
Malheureusement, il a fallu une grande dépression et une guerre mondiale pour sortir de cette situation, mais la démocratie américaine a été reconstruite plus forte et plus inclusive que jamais pendant les années 30, 40, 50, 60. Je voulais finir un peu avec cette micro-histoire pour terminer avec un tout petit peu d'espoir, parce que les parallèles sont quand même importantes. Les structures américaines ont connu des contestations fortes, les centralisations de pouvoir extrêmes, les présidents qui ne croyaient pas dans la démocratie et se sont sortis plus ou moins dans leur forme actuelle. Néanmoins, on est clairement face à une de ces crises qui surgit de temps en temps dans l'histoire américaine, avec un président fondamentalement illibéral, si ce n'est pas autocratique, soutenu maintenant par des courants intellectuels et une partie qui rejette essentiellement la démocratie américaine. Ce n'est que la première année de son deuxième mandat, donc on verra. Essentiellement, c'est ça ma grande conclusion. Je suis désolé, c'est pas plus joli que ça. Hein. Mais voilà, je dis qu'il y a un peu deux voies d'issue à cette sorte de crise. Je ne saurais pas encore dire lequel va se produire. Merci beaucoup. Tu veux que je me remette derrière ou je suis toujours plus à l'aise devant? Je te remercie. On te remercie beaucoup pour cet exposé très dense, très dense et très riche, fondamentalement sur l'éclairage historique de la situation actuelle. Évidemment, ça ouvre des tas de questions. J'en poserai au cours de la discussion quelques-unes, notamment 2 ou 3 comme celle-là. Mais je vais d'abord donner la parole au public. Des questions que tu n'as pas abordées de front, comme les ressorts du succès électoral de ce trumpisme, ou alors les responsabilités du Parti démocrate dans la situation actuelle. Mais je les poserai dans la discussion. Là, je vais vous passer la parole. J'ai un micro qui peut aller assez loin, donc n'hésitez pas à intervenir au micro que je peux faire circuler. Alors, il y a 2 mains qui se lèvent. Ici, c'est la plus proche. D'abord, la parole à monsieur, puis ensuite au monsieur en chemise jaune, puis à monsieur à la chemise bleue qui vous suivra. Bonsoir. Je vais poser des questions courtes. Est-ce que vous pensez que Trump est très bête ou très intelligent? Moi, j'ai un doute quand j'entends parler avec un vocabulaire de CN2. Est-ce que vous pensez qu'on peut le qualifier de fasciste? Moi, je me suis dit oui, à partir du moment où il a interdit des mots dans l'administration et même dans les universités, je crois. Est-ce que vous pensez que, moi je dis, le fasciste au pouvoir lâchera le pouvoir dans 3 ans? Et est-ce que vous pensez qu'à sa mort, donc à la mort de Trump, qu'elle arrive avant ou après l'échéance, Vance sera plus pire ou mieux? Ok. Alors, il y a 2 possibilités, soit prendre 2 ou 3 questions, qui, surtout si elles ont des rapports, soit on répond à chaque question. Qu'est-ce que tu veux dire, Muriel? Il y a déjà 4 questions. j'aurais dû commencer à prendre les notes en fait. Des questions courtes et donc j'ai rien écrit. Alors, est-ce qu'il s'agit du fascisme? La première question, c'était est-ce qu'il était intelligent? Est-ce qu'il est intelligent? Ah oui. Alors, moi, j'aime bien définir Trump d'être un politique très instinctif. Moi, je pense qu'il a une sorte d'intelligence politique très instinctive, très naturelle, il faut le dire. Enfin, le meilleur exemple, c'est quand il y a eu l'attentat, l'essai d'assassinat pendant la campagne cet été, qu'il s'est blessé et relevé tout de suite avec le poignet dans l'air, à crier à la victoire de sa propre campagne. Là, il y a eu un moment de rapidité, de capacité politique, je répète, instinctive, quand même assez impressionnante. Après, oui, il parle avec un vocabulaire qui n'est pas très recherché, mais c'est aussi c'est un personnage. On n'a pas défini le populisme
au sein de cette intervention, mais je pense que c'est relativement connu. Traditionnellement, on parle de quelqu'un qui se présente comme étant le représentant du vrai peuple contre les institutions qui ne le représentent pas vraiment. Il y a un côté de jeu de son rôle comme étant, voilà, il est un peu vulgaire, c'est très homme, c'est le côté grande ville qui utilise des gros mots et le reste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par intelligence, mais moi j'ai envie de dire que plutôt, si je devais faire dans le binaire, plutôt intelligent, quoi. Enfin, bien qu'il ne comprenne rien, il comprend rien sur plein de dossiers, je suis d'accord, mais ça ne lui intéresse pas. C'est pas, il y a des dossiers, ça ne lui intéresse pas, simplement. Mais en termes politiques, il a une intelligence, il faut le reconnaître même. Est-ce qu'il est fasciste ? Alors, définition du fascisme, centralisation du pouvoir autoritaire dans la spécificité de l'utilisation d'un bouc émissaire, d'un étranger intérieur qui permettra la création d'un état de police qui donnera un pouvoir excessif à cet autoritarisme, à une recherche pas seulement à la domination de la scène politique au sein d'une démocratie, mais à un contrôle sur tous les aspects de la société, y compris la création d'une réalité propre à lui-même. Il coche ces trois cases-là. Après, voilà, ça dépend de combien on veut faire la granularité sur le débat, sur l'inscription dans une période historique spécifique ou le reste, mais il coche ces trois cases. Surtout si on définit le fascisme comme un processus. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. On en est où dans le processus ? Il y avait une question là, monsieur. Il y avait deux autres, il me semble. Violette, tu amènes le micro. Il y en a encore deux de questions. Oui, on n'a même pas répondu à l'ensemble de ces questions. S'il lâchera le pouvoir, Ouais. Essaye d'être rapide. Oui, rapide. Je crois que s'il ne meurt pas, Vance n'a pas le pouvoir qu'il a Trump. Il n'a pas le soutien politique qu'il a Trump, il n'a pas le charisme. Les souteneurs de Trump ne sont pas les souteneurs de Vance a priori. Donc si Trump ne meurt pas et Vance ne devient pas président automatiquement, je ne pense pas que c'est Vance en fait. Il aimerait bien, mais je ne pense pas que c'est Vance. Après, est-ce qu'il lâchera le pouvoir ? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la création de structures politiques qui permettraient, si ce n'est pas lui, mais à son parti, de se perpétuer. C'est pour ça que je voulais l'inscrire dans l'histoire des républicains qui ont déjà, depuis les années 90, commencé à transformer le paysage politique américain en leur faveur. Je vois une accélération de ce processus sur Trump, plus que lui-même qui va rester pérenne, de toute façon, il est vieux. J'ai pas dit qu'il le ferait pas, hein. Je sais pas, mais... Ouais, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur la séquence sur la politique commerciale et le droit de vote qu'on a eu au début de l'année. Je vais vous donner peut-être votre avis, si ça fait partie de votre domaine d'expertise, sur les motivations, les raisons pour lesquelles il y a eu cette politique. Peut-être que vous pourriez parler des soutiens, vous parliez tout à l'heure, des soutiens de certains groupes politiques ou de certaines entreprises. Et sur cette séquence-là, est-ce qu'il y avait une stratégie selon vous, si oui, laquelle ? Alors, sur les droits de douane, principalement, donc sur les tarifs, c'est ça où on va axer les choses. Alors, c'est très intéressant, en fait, pour moi, Trump, sur cette question-là. Je voulais me concentrer sur les menaces à la démocratie, donc je n'en ai pas parlé plus que ça, mais il faut souligner que ça, c'est une partie de sa politique qui est d'ailleurs très peu néolibérale. Non? Le consensus néolibéral de la période précédente, c'était aussi pour le libre-échange. Mais comprenant qu'il n'y a plus de soutien populaire pour ces politiques-là, Trump a pivoté, simplement. Il représente là, je crois, le pays. Enfin, les Américains, globalement, rejettent depuis 2008, au moins la crise économique de 2008, ce consensus vers le libre-échange. Donc là, il y a au moins deux facteurs un peu intéressants à souligner. Un, c'est encore en matière de politique étrangère où le président peut agir très librement. Donc c'est une zone de jeu pour lui qui est intéressante. Mais il y a aussi un véritable projet vers une autre sorte d'économie, une autre sorte de rapport avec le reste du monde. L'America First, non? Reconcentration d'attention vers les États-Unis, mais qui est pour moi à inscrire dans un autre développement historique plutôt, qui est la fin
d'un consensus néolibéral. Je dis un peu vite fait en passant qu'il est produit de ce néolibéralisme, mais aussi il signale un peu en quelque sorte sa fin. Et pour moi, je lis en ça, si on parlait des 3 grands courants qui ont donné force au conservatisme depuis les années 80, c'est la perte de pouvoir des grandes entreprises, la dominance de ce volet-là qui était peut-être prédominant au sein de Reagan, en faveur des courants plus nationalistes, simplement. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Non, il y a là d'abord. À vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à propos du pluralisme politique. Vous avez parlé au début, qu'il y avait un débat sur la Constitution, et vous avez parlé plusieurs fois de polarisation, que vous avez regardé ça, quoi que ce soit. Et les 2 particularités des États-Unis, c'est le fait d'être structuré autour de 2 partis, bien démocrates. Et je voulais savoir si ça avait un impact sur ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, ça, non. Oui, la question c'était par rapport au fait qu'aux États-Unis, il y a essentiellement 2 partis. Que toute l'histoire américaine, il y a eu 2 partis. Est-ce qu'il y a un impact du bipartisanisme sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Relatif, j'imagine, à des pays avec un pluralisme de partis un peu plus développé, j'imagine. Comment dirais-je? C'est une des spécificités du cas américain, et je pense qu'il est important quand même d'identifier les crises démocratiques et dans un sens général, parce qu'il y a quelque chose qui est partagé entre beaucoup de pays, mais aussi dans la spécificité de chaque système politique. Après, le fait que les États-Unis sont organisés en 2 partis, on peut la critiquer, mais je répète, les États-Unis, c'est une des plus vieilles démocraties au monde, 240 ans, essentiellement sans interruption, sur la même constitution d'ailleurs, ce qui fait beaucoup plus que la plupart des pays européens. Jeune peuple, vieux pays en fait. Et ce fait que le pays soit organisé en 2 parties, c'est depuis la naissance, essentiellement. Donc, en soi, je ne considère pas le système à 2 parties comme étant une menace à la démocratie ou quelque chose qui fragilise la démocratie américaine. Mais c'est une des spécificités du cas américain, qu'une fois qu'un des 2 partis devient essentiellement illibéral, ça prend de l'ampleur peut-être relatif à des systèmes où on a une multiplicité de partis. Il faut dire aussi, sur les partis politiques, on parle de grands chapiteaux pour décrire les partis politiques américains, c'est-à-dire qu'on inclut dedans plein de groupes différents. Au sein du Parti démocrate, on a tout qui passe des socialistes démocratiques des États-Unis à la Bernie Sanders, jusqu'aux conservateurs des États du Sud qui ne seront jamais considérés de gauche dans un autre pays. Le système des 2 partis, mais avec les multiples échelles de la politique américaine, recréer un grand nombre de divisions au sein des partis même. Donc oui, je crois que ça a facilité la rapidité de l'arrivée au pouvoir de quelqu'un d'aussi extrême que Trump, parce que contrairement à l'Europe, ça prend peut-être qu'il y a un parti d'extrême qui prend 30% des voix, mais après, ce n'est pas au pouvoir directement. Voilà, ça pourrait être quelque chose qui accélère, mais ce n'est pas la source même de ces problèmes. Madame et monsieur, petite réflexion quand même, je ne peux pas m'empêcher de dire, démocratie, de l'argent aussi, hein, qui a un rôle extraordinaire, beaucoup plus important que dans notre pays, par exemple, pour l'être dans l'élection. Ouais, c'est pas... Je referme la parenthèse, mais je voulais le dire comme ça en passant. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai 2 questions. Ma première question concerne le fait qu'il a gagné une deuxième fois. Est-ce que c'est au mérite personnel de son parti? C'est lien avec Elon Musk et tout cet argent qu'il est? Ou est-ce que c'était plutôt un défaut de démocrate? Biden qui a enchaîné des crises, il faut le dire, hein. Biden a enchaîné des crises depuis le début de son mandat. Ou peut-être c'était Kamala, qui n'était pas peut-être à la hauteur quand même face à Donald Trump. Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est plutôt lié à tout son comportement, parce que lui, comme son succès d'apprentice, lui, il vient pas mal de choses de façon semblable. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de procès judicieux et il a été retrouvé coupable à ne sais même pas combien de reprises. Je pense que 14 fois coupable à différents moments. Peut-être je me trompe, peut-être je me dis de bêtises. Donc ma deuxième question,
continue à être président, malgré tous ces procès, tous les coupables, et continue à les mener comme une show. Alors, si on avait fait comme au Brésil, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y avait le procès criminel, pas civil, criminel contre Trump, qui avait été mené avec une certaine vitesse, on aurait pu l'exclure de la politique américaine. C'est vrai. On aurait dû, si je peux le dire. Pas pour être partisan, mais voilà. Mais le procès civil, ça ne l'empêche pas de participer à la vie politique américaine. Et donc, il a été trouvé coupable essentiellement dans les procès civils. Oui, enfin, il est coupable de plein de choses. OK. ça ne change pas grand-chose. Et au contraire, dans la culte de personnalité qu'il a construit, qui s'attaque aux institutions, qui s'attaque aux anciens déteneurs de pouvoir, il les utilise, ça le renforce. C'est un argument que c'est juste un autre complot. Et regardez, ils essayent de m'empêcher, ils essayent d'empêcher votre gardien, votre représentant à avoir le voix, ça motive ses souteneurs. Donc oui, le gouvernement sous Biden, si Biden est coupable d'une seule chose, il est coupable de plein de choses, mais s'il est capable d'une chose surtout, en termes de politique américaine, c'est qu'il n'a pas fait avancer les cas criminels contre Trump avec assez de vitesse pour l'exclure de la politique américaine. Après, par rapport à votre première question, qui est coupable? Dans un système avec deux candidats, c'est toujours une question c'est toujours relatif, l'un est relatif à l'autre, ou les deux partis, l'un est relatif à l'autre. Donc, c'est impossible de dire c'est Trump et c'est pas les démocrates, ou c'est les démocrates et c'est pas Trump, parce que le jeu de Kamala a eu je sais pas, ça commence à partir dans les histoires contrefactuelles, alors si c'était toujours Biden au lieu de Kamala ou autre. Je suis désolé, j'ai pas un grand commentaire sur ça. Ce que je pourrais dire peut-être, qui vous trouverez, je sais pas, satisfaisant ou pas, c'est que le défaut des démocrates, je vais revenir aux droits de douane et des tarifs, bizarrement, à la fin du moment néolibéral, je crois que les démocrates n'ont pas encore compris quelle est leur politique pour ce moment. C'est-à-dire que Biden a promis de restaurer les États-Unis, comme un bon conservateur, de retourner en arrière au statu quo anti-Trump, mais une véritable politique du Parti démocrate qui répondait aux exigences de l'ère post-crise de 2008, on n'a toujours pas vu quelle est la politique des démocrates, en fait. Donc, s'ils n'ont pas monté des campagnes particulièrement impressionnantes, je pense que ça revient au fait que les républicains ont une réponse à la question « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui maintenant que l'ère néolibérale, en fait, c'est fini ?» On n'aime pas, peut-être, ou on aime, je ne sais pas, mais les démocrates n'ont pas encore cette réponse. Après, voilà, c'est vraiment du contrefactuel. Dire si on a changé un détail ici, est-ce qu'on aurait pu changer l'élection? Oui, ça dépend des détails, je ne sais pas trop. Quels intérêts défend Trump? Qui est derrière lui, peut-on dire? De manière assez claire, il s'appuie sur une grande partie de la population, c'est la majorité, moyennement éduquée, qui en veut beaucoup aux immigrés. Et par contre, est-ce qu'il défend vraiment le capital américain? Puisqu'il y a encore pas longtemps, la Californie et les capitalistes américains, et je pense que les citoyens californiens continuent d'élire un démocrate, sont contre lui. Il a contre lui quand même, rassurez-moi, la majorité des éduqués contre lui aux États-Unis ou pas. Et son schéma que vous avez relevé là, son fonctionnement assez étatiste, assez droit de douane, tout ça, je suis pas sûr que ça aide beaucoup le capitaliste américain. Donc le schéma, il est un peu, soit on se réfère aux années entre les deux guerres, où il y avait des gouvernements comme Mussolini qui tuait l'économie italienne avec un taux de change trop élevé, puis ça serait plutôt l'inverse, en dévaluant. Ou alors c'est quelque chose de nouveau qui peut se produire partout, et Trump n'est qu'un cas banal, c'est pas du tout une exception. C'est la même chose que chez nous, avec
les gens, les éduqués qui s'accrochent au Parti socialiste et tout, et les non-éduqués qui votent Le Pen, de manière caricaturale. Est-ce qu'il a vraiment des capitalistes foncièrement derrière lui, ou est-ce que les gens sont obligés de supporter ça? Est-ce que c'est les capitalistes américains qui supportent? Il sert lui-même. Il sert lui-même. Pour moi, il sert lui-même. Il est... Je trouve pas... Justement, pour rebondir toujours sur ce qu'on disait, droit de douane, le moment néolibéral, la politique de Trump dans ces questions-là, il a certaines grandes entreprises qui sont derrière lui, tout ce qui est pétrolier, qui s'inquiète pour la réglementation environnementale, qui a fourni énormément d'argent à son campagne. Certains libertariens technologiques de la Silicon Valley, Peter Thiel en plus d'Elon Musk, en plus de Mark Zuckerberg et autres, qui profitent du démantèlement de l'État administratif pour la déréglementation de leur partie de l'économie. Mais leur projet, c'est en gros de remplacer le gouvernement par eux-mêmes. Mais je ne pense pas qu'on peut définir Trump de l'allié pur et simple du capital ou du capitalisme. Ce n'est pas le modèle là. Je pense qu'on a... C'est même pour ça que je voulais m'attarder autant sur les spécificités du cas américain et sur l'ensemble des courants du conservatisme, parce que l'interprétation un peu facile que le capitalisme exagéré, la concentration de richesse, amène au fascisme, j'ai un peu envie de dire, c'est un peu l'analyse de base de gauche européenne, je caricature un peu, mais voilà. C'est pas vraiment ça aux États-Unis. Ça en fait partie de certains petits aspects du Trumpisme, notamment son alliance avec le capital de la Silicon Valley. Mais pour lui, c'est pas ça l'enjeu. Et en ce qui concerne son électorat moyennement moins éduqué, c'est vrai, mais c'est, comment dire, il y a des pouvoirs explicatifs limités aussi dans ces caricatures de l'électorat. Il y a des personnes éduquées qui votent à droite, il y a des personnes peu éduquées qui votent à gauche. L'électorat états-unien est beaucoup plus centriste que les partis. Le soutien de Trump, qui est environ 25-30% du pays, rappelons-nous, ça suffit pour gagner en fonction du système, est assez diversifié. Il y a un grand nombre d'Afro-Américains et de Latino-Américains qui ont voté pour Trump, encore plus en 2024 qu'en 2016, même qu'on connaît ses politiques. Donc, comment dirais-je, il réussit à répondre, à mon sens, à la fragilité économique américaine aujourd'hui, à la fragilité produite par le capitalisme, le néolibéralisme, depuis la crise de 2008, auquel on n'a pas eu de réponse convaincante, ni de droite, ni de gauche, avant Trump. En fait, il identifiait bien les problèmes aux États-Unis. C'est souvent la force des populistes, qui sont très justes dans certaines critiques de la société, des partis industrialisés qui ont été abandonnés par la désindustrialisation, qui peut parler aussi à un certain électorat éduqué, mais qui est intéressé par ces transformations-là. C'est juste que la solution qu'il propose n'est pas vraiment de reconstruire l'économie américaine. Enfin, la solution qu'il propose, c'est de devenir, lui, le roi, quoi. C'est son fait. Il roule pour lui. On va te passer le micro, Muriel. Simplement, je vais dire un mot juste après toi. Oui. Juste après toi. Sur la question de l'électorat. Merci beaucoup pour cette description. Enfin, moi, ça m'a beaucoup éclairé, notamment sur la prise de pouvoir sur son propre parti. Comment cette machine permet ensuite d'éliminer tous les opposants. La question, là, j'ai entendu qu'il a fait arrêter, ou il a fait arrêter les juges qu'il a condamnés. Il menace d'arrêter le gouverneur de Californie, celui de Chicago aussi.
il a envoyé des troupes contre la vie de la justice. Cette attaque contre la justice, nous on commence à la connaître en France, avec quelqu'un comme Sarkozy, voilà, ou comme Madame Le Pen, c'est la même chose, les juges de gauche, et bon, les attaques contre les institutions deviennent là des attaques contre les personnes, les attaques contre les hommes politiques peuvent se traduire en actes, en emprisonnement. Tout ça fait craindre quand même quelque chose de... Alors, il y a 2 films que j'ai vus, je ne sais pas si vous avez vu, Civil War et comment c'est Un combat après l'autre, le dernier qui vient, qui donne ce sentiment, alors dans la fiction là, mais que la guerre civile n'est pas quelque chose uniquement du passé. Voilà. C'est quelque chose de cet ordre-là qui pourrait se passer. Alors, un certain nombre des militants de droite aux États-Unis croient, depuis longtemps d'ailleurs, qu'il y a une sorte de guerre civile déjà. Quand je décrivais l'arrivée au pouvoir de Newt Gingrich dans les années 90 et la lutte pour l'âme des États-Unis, ils croient que leurs opposants sont corrompus et qu'ils sont une menace à la démocratie américaine, et donc tout est permis. Tout est permis pour reprendre le pouvoir de ces anti-américains, ces autres, jusqu'à la manipulation des élections, jusqu'à la reprise du pouvoir qui devrait être accordée aux judiciaires en faveur de l'exécutif, de leur exécutif, très clairement. Et si j'ai passé plus de temps, quand je parlais finalement de Trump 2, sur le pouvoir de cette police d'immigration, de ICE, c'est justement parce que ça, c'est l'outil, au moins pour l'instant, mais je crois que ça va rester, l'outil qui donne au président pas seulement la possibilité de créer une réalité alternative par les mots ou de fragiliser le système en insistant sur les ordres exécutifs qui ont été déterminés comme étant inconstitutionnels, comme on l'avait vu lors du premier mandat, mais parce que c'est vraiment un pouvoir de force. Un pouvoir de police, c'est un pouvoir, c'est des forces qui peuvent être déployées pour commencer contre son bouc émissaire qui est le migrant, mais que nous voyons qui est déjà au moins utilisé pour menacer ses opposants politiques. Jusqu'ici, on a vu l'arrestation des journalistes, on a vu le refus à permettre des élus de droite à accéder à certains sites, on a vu au moins un démocrate arrêté au sein des manifestations, on n'a pas encore vu la police envoyée dans le bureau d'un gouverneur pour l'arrêter. On n'est pas encore à ce moment-là. On n'a pas encore vu des juges arrêtés. Mais bon, la menace a été dit. Enfin, l'idée y est. Jusqu'ici, lorsque Trump dit quelque chose, il est très souvent le cas qu'il le fait. On dit toujours, mais c'est trop extrême, et bien finalement, non. Donc oui, en gros, je suis en train de dire oui à tout ce que vous venez de dire. C'est que là, si on veut parler d'une dérive antidémocratique vraie, enfin, le but ultime, ou au moins on a déjà franchi tellement de lignes, je ne veux pas donner une autre ligne, mais ça serait encore une autre ligne franchie, ça serait au moment où voilà, l'arrestation passe de temporaire, on a arrêté un journaliste et puis le soir même on l'a relâché parce qu'on n'avait pas vraiment de cause, mais bon, on l'a arrêté, à quand on commence à arrêter les journalistes et les garder, ou bien quand on commence à arrêter les juges ou les partisans de gauche, ou même les républicains qui le critiquent, c'est possible. Mais bon, voilà, on est dans cette période de transition. Avant de repasser la parole à la salle, je voulais dire un mot, te soumettre une suggestion. Je pense qu'effectivement, quand on est devant un phénomène d'une telle ampleur, il faut éviter les raccourcis, il faut penser de manière un peu complexe. Tu l'as dit à propos des liens entre Trump et le ou les capitalistes, enfin, le capitalisme ou les différentes fractions du capital. Et je pense que c'est vrai aussi sur le plan de la relation entre le trumpisme et le peuple. Et
de ce point de vue, je voudrais suggérer une réflexion du grand philosophe Jacques Rancière, qui est un des contributeurs de cette revue. Je ne sais pas si vous l'avez vu en kiosque. Hein. Le site AOC a publié un recueil d'articles initialement publié numériquement qui s'appelle Le fascisme 2.0. Et c'est tout à fait passionnant et je vous le recommande vivement. Et ce que Jacques Rancière, dans la filiation de sa pensée, pour ceux qui ont eu accès à ces réflexions, nous rappelle que le peuple politique, ce n'est pas le peuple sociologique. C'est-à-dire que le peuple politique, c'est une construction politique. Ce n'est pas l'expression de telle ou telle couche sociale plus ou moins en difficulté. C'est pour ça que le raccourci qui veut que les populistes s'adressent aux petits blancs frustrés ne tient pas la route, ou en tous les cas est très très insuffisant. Et je vous cite ce qu'il dit, quand il dit « Le peuple de Trump n'est pas l'expression de couches sociales en difficulté, c'est le peuple construit par une série de dispositifs médiatiques et politiques. » Et en particulier, je fais cette citation, le peuple construit par un système spécifique d'affect destiné à aucune classe particulière et ne jouant pas sur la frustration, mais au contraire sur le privilège à maintenir contre tous ceux qui le menacent ces privilèges. Cette passion n'est pas mystérieuse, c'est celle de l'inégalité. Se trouver une multitude d'inférieurs sur lesquels conserver une supériorité, car il y a toujours une supériorité à laquelle on peut participer. Il me semble que ça, c'est un ressort très très puissant, donc cette dimension des passions et des affects inégalitaires, contre lesquels il n'y a qu'une chose à opposer, c'est la passion contraire de l'égalité, et ça, à mon avis, c'est quelque chose de transversal dans tous ces phénomènes qu'on observe aujourd'hui dans tous les pays, avec ces poussées de l'extrême droite, dite populiste. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Je suis d'accord. Oui, alors monsieur. Monsieur Sékov, merci pour votre exposé absolument remarquable, tout ce que vous avez demandé. J'en sors avec un moral dans les chaussettes complètes. Est-ce qu'on peut finir une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a quelque part des frémissements, quelque chose qui pourrait se passer pourtant, qui pourrait nous faire un peu sortir de là? Les Américains intelligents, un peu dans l'état, j'en ai un avant moi pour la première fois de ma vie, je crois, pardon, vous-même, ok? Il n'y a pas des prises de conscience dans ce pays quand même qui est pas. Il a vécu des grandes choses. Laissez-nous un peu d'espoir, parce que vous entendez, je crois que vous devez. New York. Excusez-moi, c'est un peu. Ouais. Oui, si je voulais terminer quand même avec le parallèle historique, non pas aux années 30 en Allemagne par exemple, mais aux années 20 aux États-Unis, c'était point numéro 1 pour un parallèle historique qui nous rappelle que ces contestations et ces tournants illibéraux peuvent aussi venir et partir dans ce système. Et puis aujourd'hui, évidemment, il y aura une réorganisation de la gauche. À New York, il y a probablement le prochain maire de la ville de New York, Mamdani, qui est un socialiste démocratique, qui sera le maire de New York le plus à gauche que nous avons vu jusqu'ici. Ça pourrait être une petite piste. On voit un certain nombre de gouverneurs qui arrivent à l'auteur du moment, enfin Pritzker notamment. Newsom, c'est un peu compliqué parce qu'il adopte un peu les mêmes techniques rhétoriques de Trump, donc là je suis un peu moins convaincu en sens large, mais il y a des voix, évidemment. Après, il faut dire qu'en ce moment, le Parti républicain est dominant à l'échelle fédérale. On ne s'attend à rien du Congrès, parce que bon, c'est les républicains qui ont le Congrès. Donc, regardons au niveau des municipalités, au niveau des États, dans le fédéralisme, quelques pistes sont possibles. Rappelons-nous aussi que Trump, lors de son premier mandat, il a fait plein de choses qu'on disait à l'époque étaient absolument impensables, impossibles, qui détruisaient la démocratie américaine. Pourtant, ça allait. C'est beaucoup pire cette fois-ci. J'ai beaucoup insisté sur la transformation entre le premier mandat et le deuxième. Mais si j'ai beaucoup parlé des institutions américaines et de la longue histoire de concentration de pouvoir au sein du président, c'est aussi une source d'espoir. C'est une source d'inquiétude. On inscrit Trump dans un tournant qui pourrait poursuivre. Mais c'est un rappel aussi que lorsqu'on vit ces moments-là, on imagine toujours le pire. Mais on a vu d'autres périodes produire des résultats bien différents. Donc, voilà. Et puis, on prend encore une ou deux questions, hein?
puis on arrête ensemble. Ça va faire drôle parce que c'est une Américaine qui va parler en... Ça va faire drôle une Américaine qui va parler à un Américain en français. Alors, on parle beaucoup. J'aimerais avoir l'espoir et l'optimisme. Mais si je pense en réalité qu'on revient à notre origine, notre démocratie, nous avons le collège électoral, l'Electoral College. Combien de fois ai-je voté que ma vote, même quand on était dans la majorité, n'a pas compté parce qu'il y avait le collège électoral. Et il est beaucoup plus facile de manipuler un collège électoral que l'électorat. J'espère, je pense. Deuxièmement, on parle, all men are created equal. Tous les hommes sont créés égaux. Mais dans notre Constitution, on avait des êtres qui étaient 3/5 d'un être humain, n'est-ce pas? Et ça n'a pas changé pendant combien d'années? Vous savez mieux que moi. Alors, je pense, dès le début, démocratie, je vous demande. Alors, sur le collège électoral, oui, c'est un problème du système américain. Je suis d'accord. Enfin, ça, c'est pas très démocratique. C'est clair depuis longtemps maintenant que... Expliquer un peu au français. Oui, le collège électoral, c'est le système d'élection des présidents en direct. C'est-à-dire qu'on ne vote pas pour le président, on vote pour une liste d'électeurs au niveau de l'État dans lequel on vit ou dans lequel on vote, au moins. Et c'est le nombre d'électeurs. Grands électeurs. Ouais. C'est ça? Oui, c'est les grands électeurs. Choisis par les États, il faut 270 grands électeurs pour devenir président. Donc, il y a certains États où l'élection joue, et il y a d'autres États qui, comme la majorité des personnes qui habitent dans cet État votent plus ou moins toujours de la même manière, en fait, leur voix n'a aucune importance pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si on vote dans la Californie, qui est toujours à gauche depuis un certain temps, en fait, notre vote pour le président n'a aucun impact parce que de toute façon, la Californie va donner ses 45, 50 grands électeurs aux démocrates. Et de même, il y a des États, je sais pas, l'Arkansas, qui vont toujours voter à droite et ainsi de suite. Donc, c'est que les États qui changent, on parle de swing states, les États balance, qui ont de l'importance. Après, quel État est un État balance change. Il y a des élections où il y a une majorité tellement absolue qu'il y a des présidents qui sont élus avec une grande majorité, même des États qui ne sont pas des États balance typiquement. Mais c'est un grand problème du système américain, c'est clair. Ça, c'est une invention du 18e siècle où le souci de protéger le pouvoir des États était très fort relatif à l'État fédéral. C'était une question d'esclavage, que ça défendait le pouvoir des États du Sud pour maintenir un équilibre lorsque la population du Nord était déjà supérieure à la population du Sud. Donc c'est une grosse erreur historique des États-Unis. Enfin, je suis d'accord. Est-ce que ça va dire qu'on ne peut pas avoir de démocratie américaine? Je ne suis pas d'accord. Mais c'est un problème. Est-ce que c'est discuté? Est-ce que c'est controversé? C'est controversé, c'est pas suffisamment controversé pour changer. Ben, il y a 17 amendements à la Constitution depuis 1791. Il faudrait un amendement constitutionnel pour changer la structure du gouvernement américain, 17 en 240 ans. Donc on le fait très, très, très difficilement aux États-Unis. On en parle davantage depuis les dernières années. Ça devient de plus en plus une question parce qu'il y a une insatisfaction avec la politique américaine de droite et de gauche très, très importante maintenant. Mais oui, c'est un parti du pays qui n'est pas très démocratique. Enfin, je ne peux pas nier ce fait. Après, je ne pense pas que ce soit éliminatoire à la démocratie américaine. En ce qui concerne les origines, oui, je parlais de pluralisme politique. Au début, c'était beaucoup défini par la religion, contrairement à ce qu'on imagine souvent quand on pense les États-Unis en France. Ce n'était pas du tout un pluralisme racial. Enfin, il y a la clause de 3/5 qui donnait
justement pour le collège électoral et la représentation au Congrès, on comptait la population du Sud comme s'ils étaient tous les citoyens, donc blancs, et 3/5 du nombre des esclaves, des personnes esclavagées, pour donner plus de représentation au Sud. C'était encore les jeux d'équilibre Nord-Sud à l'époque. Donc à l'origine des États-Unis, il y a un racisme inscrit dans la Constitution. Il est clair. Bon, document du 18e encore, mais oui, il y a un racisme écrit. L'histoire, néanmoins, suggère, à mon sens, bien qu'il y ait racisme structurel, bien qu'il y ait sexisme structurel, bien qu'il y ait une société relativement peu égale à plein d'égards, que l'idée fondatrice de égalité a tendance à être affirmée lorsqu'il y a des grandes contestations. Et il y a eu des grandes contestations. La guerre de sécession en était le plus grand exemple qui traitait justement de cette question. Et il y a eu plus d'inclusion de qui était considéré un Américain. Parce qu'en fait, c'est ça qui a augmenté le pluralisme. Éventuellement, c'était aussi les femmes, aussi les Afro-Américains, aussi des nouvelles vagues d'immigrants à partir de 1965, quand on a changé le système d'immigration et on a aboli les quotas par nationalité en faveur d'un système de recrutement prioritaire pour les compétences de boulot et le regroupement familial. Ce qui a commencé un changement démographique américain en faveur d'un pays moins blanc, finalement. Donc, à chaque génération, à chaque époque, il y a eu des grandes contestations. Je suis d'accord qu'il y a ce problème à l'origine des États-Unis, mais c'est un pays qui est, je ne dirais pas qu'il n'a pas de démocratie inscrite à sa fondation. Il a une contestation écrite dans sa constitution. Il a un débat sur qui est un Américain et qui va être représenté par cette démocratie à son origine. Et les contestations de pouvoir les plus violentes de toute son histoire tournent autour de la question de qui est inclus finalement, y compris aujourd'hui. Ok, on en reste là? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes pour les questions.